Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Gigues, qui est à La Réunion. Bonjour. Bonjour. Et chers amis de Michel Midi, je dois dire, bon, avec toute l'équipe et les bénévoles d'Investigation, on travaille là-dessus jour et nuit, vous vous imaginez. Je voudrais dire une chose, il y a énormément de fake news qui passent et d'images qui sont, je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, qui visent à faire basculer les gens dans l'émotion et à paralyser le raisonnement. Et donc, prudence avec toutes les infos et spécialement avec les images qu'on vous balance. Je vois passer plein de choses dont nous savons avec certitude ou presque certitude que c'est faux, que c'est pas logique, mais c'est un gros boulot, l'équipe est trop petite pour réfuter ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour vous repérer dans cette guerre, comme dans toute guerre, la chose fondamentale, c'est pas de courir après les images et de se dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, est-ce que ça, oui, ça c'est quand même grave, etc. On le fera, ça va se faire. Investigation a déjà publié beaucoup de livres sur ce thème-là, on va le faire. Mais maintenant, à chaud, le plus important, c'est de comprendre ce que j'ai appelé les 5 principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire qui fait la guerre, pourquoi, dans quel intérêt, et donc forcément qui fait de la propagande sur le plan militaire, sur le plan de l'information. Le plus important, c'est de comprendre qui fait la guerre, pourquoi, dans quels intérêts. Et à ce moment-là, on peut comprendre que comme dans toute guerre, chaque camp a intérêt à mentir, en tout cas sur le plan militaire, mais pas seulement. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre le fond. Et dans ce que j'ai appelé les 5 principes de la propagande de guerre, les 2 principes fondamentaux, c'est 1. Occulter les intérêts économiques, 2. Occulter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là, parce qu'on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre le passé. Alors je crois qu'avec Bruno, aujourd'hui, on a vraiment un des meilleurs invités possibles, parce que c'est quelqu'un qui observe et qui analyse les relations internationales, et particulièrement les guerres des États-Unis, la France aussi, d'Israël. Bruno, c'est quelqu'un qui ça n'a pas le même parcours que beaucoup d'invités de Michel Midi. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure à Paris. C'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de 1990 à 2008, sous-préfet à Marseille ensuite, directeur général adjoint des services de La Réunion. Il a été nommé sous-préfet de Saintes, donc une carrière dans la haute administration française. Et en mars 2008, il a été limogé par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, pour avoir publié une tribune libre critiquant la politique israélienne. Alors ça, beaucoup de nos auditeurs ne vont pas être surpris, parce que c'est évidemment, dès qu'on a le malheur, le courage de dire la vérité sur Israël, on se retrouve diabolisé et sanctionné. Investigation, c'est quelque chose. Mais voilà, maintenant, ça n'a pas empêché Bruno de continuer à l'ouvrir, comme on dit, et il publie beaucoup d'analyses et de chroniques sur les guerres des États-Unis, sur Israël, sur la politique internationale. Il a publié plusieurs livres, dont quelques récents que vous trouvez chez Delga, l'éditeur Delga, que je vous recommande. Et on va directement passer à une petite intro provocante. Je vais vous passer une vidéo de la ministre belge des Affaires étrangères interpellée au Parlement belge à propos de l'Ukraine, et qui va nous définir l'OTAN. Et puis vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord avec elle, et on va demander ensuite l'avis de Bruno. A tout de suite. L'OTAN, je le rappelle, est une alliance défensive. Madame la ministre, Robert Gates, ancien directeur adjoint de la CIA, je cite: « À une époque de grande humiliation et de la difficulté pour la Russie, continuer l'expansion vers l'est de l'OTAN alors que l'on a amené Gorbatchev et d'autres à croire que ça n'arriverait pas, en tout cas à court terme, a probablement aggravé la relation entre les USA et la Russie et rendu beaucoup plus difficile de faire des affaires de façon constructive. » Madame la ministre, je suis vraiment surpris par votre réponse. Les Américains même reconnaissent leurs responsabilités dans les tensions actuelles, et vous refusez de le voir. Vous nous dites que l'OTAN, c'est pour des raisons défensives. Mais arrêtons.
l'Afghanistan, la Libye, c'est défensif ça. Aller détruire des pays, c'est défensif. Mais arrêtons. Aujourd'hui, l'OTAN, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Il faut l'entendre. C'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Les Américains, avec leur politique impérialiste, représentent la plus grande menace. Et nous, on doit se dissocier de cette... Voilà. Et donc, Madame Wilmès, qui a été Premier ministre belge durant l'affaire du Covid, mais c'est une autre histoire, déclare ici, je rappelle, comme si on était des abrutis, que l'OTAN est une alliance défensive. Qu'en penses-tu, Bruno? Nous sommes des abrutis? Certainement, puisque on veut nous faire croire effectivement que l'OTAN est une association philanthropique vouée à restaurer la paix dans le monde. Alors, c'était une alliance défensive sur le papier lors de sa création en 1949, puisqu'il s'agit, c'était du moins le discours officiel, de faire face à la menace soviétique. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de l'OTAN à cette période, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'Union soviétique a disparu, comme on le sait en 1991, il n'y avait pas de raison pour que l'OTAN demeure. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'OTAN a été maintenue, non plus comme une alliance défensive visant à faire pièce à la menace soviétique, puisque l'URSS n'existait plus, mais pour, à mon avis, jouer le rôle de structure d'enrôlement, d'instance, d'assujettissement en fait de tous les États membres dont l'OTAN prétendait assumer la sécurité, mais en réalité servait à les enrôler au nom d'une nouvelle croisade, non plus contre l'Union soviétique qui avait disparu, mais contre de nouvelles menaces. Et il est évident, parce que l'extension inconsidérée de l'OTAN aux frontières de la Russie l'a montré, que cette nouvelle menace, c'était la Russie, qu'on a continué de considérer comme l'adversaire naturel du monde occidental, alors même que la Russie, à partir du début des années 90, n'a évidemment, encore moins qu'avant, aucune velléité agressive à l'égard du monde occidental. Donc non, l'OTAN n'est pas une alliance défensive, elle est devenue une alliance offensive à partir du moment où elle a subi une véritable mutation dans les années 90, le point d'orgue de cette mutation étant, à mon avis, la guerre illégale menée contre la Yougoslavie et la Serbie en 1995 puis en 1999. Oui, voilà, ça c'est quelque chose dont je voudrais qu'on parle parce que on nous dit, voilà, c'est pas bien, Poutine envahit un pays et lance des bombes. Et en face, on répond, c'est exactement ce que les États-Unis ont fait depuis 30-40 ans, et particulièrement en Yougoslavie. J'en ai eu l'expérience personnelle, je suis allé à plusieurs reprises pendant que les bombes de l'OTAN tombaient sur la Yougoslavie, et donc les choses qu'on a vues là-bas sont bien plus graves en fait que les destructions et les activités détruites maintenant sur l'Ukraine. Quel était le but de cette guerre contre la Yougoslavie? Alors, je pense que cette guerre contre la Yougoslavie visait en fait à accélérer le mouvement de démolition de cette entité plurinationale qui était la République de Yougoslavie à l'époque de Tito, et déconstruisant la Yougoslavie en quelque sorte, les Occidentaux créaient toute une série d'États tampons, d'États croupions peut-être même, comme le Kosovo, le SRA, lors de la proclamation de son indépendance en 2008, afin en fait de préserver ou de conforter l'influence occidentale et l'influence de l'OTAN dans la région des Balkans. Si la Serbie a été la cible des bombardements de l'OTAN, c'est parce qu'en fait elle était le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN elle-même vers l'Est, et ce n'est pas un hasard, en même temps, un allié ou un pays proche de la Russie. Donc on faisait d'une pierre deux coups. On démolissait le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN vers l'Est, et on humiliait un pays qui avait, avec la Russie, qui a toujours d'ailleurs des relations privilégiées. Pendant que j'essaie de régler le son pour les gens qui disent qu'il est trop bas, j'ai montré des images des destructions très très impressionnantes à Belgrade, des bâtiments détruits. Moi j'ai visité, ça c'était vraiment une ville épouvantablement détruite. Et on a même aussi bombardé le bâtiment de la télévision. Je me rappelle être allé là, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu 14 ou 15 personnes, des journalistes, des techniciens, des femmes de ménage qui ont été tuées dans un bombardement de l'OTAN.
Et il disait que voilà, c'était une cible militaire, la télévision. Donc c'est peut-être justement, ça explique qu'on a eu une mauvaise information sur cette guerre. Oui, certainement. Encore que, de toute façon, la plupart des médias occidentaux faisaient chorus, en réalité, avec la politique agressive de l'OTAN contre la Serbie. Et finalement, les populations des pays occidentaux ont été véritablement matraquées par une propagande incroyable. Il faut se rappeler à l'époque, par exemple, qu'un intellectuel comme Régis Debray, qui avait été un des rares en France à essayer de faire entendre un point de vue différent, a été littéralement lynché dans les médias français. En dépit du prestige dont il jouissait par ailleurs, si tu veux. Donc, c'est clair que la guerre de l'OTAN, qui est une guerre offensive et à mains égards criminelle, est en même temps une guerre informationnelle où, finalement, à côté du matraquage par les bombes, on a le matraquage par les médias et l'imposition, finalement, à l'opinion des pays occidentaux d'une sorte de narration dominante, une sorte de doxa, que personne n'ose remettre en question parce qu'à ce moment-là, on le qualifie d'ennemi du monde libre, d'ennemi de la démocratie, d'ennemi des droits de l'homme. Voilà. Oui, ben ça me fait une transition directe au prochain Michel Midi, qui s'appelle Guerres hybrides avec Gabriel Galis. Guerres hybrides, pourquoi? Parce que le concept qu'il définit là, c'est que la guerre aujourd'hui est seulement militaire, pas seulement militaire, mais aussi informationnelle, et que l'information est prise en main par l'armée, et que donc le public n'est pas un spectateur neutre, le public, il est la cible justement d'une guerre de désinformation. Donc, comme Gabriel Galis avait subi une petite opération, on a dû reporter, il est rétabli, bonjour Gabriel, et il sera avec nous lundi 28 à 12 h. Donc, guerre de l'information. Alors, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on nous dit c'est pas bien. Poutine, il a reconnu le référendum d'autodétermination et d'indépendance de la Crimée. Il finalement a reconnu l'indépendance des deux républiques de l'Est qui sont bombardées et massacrées par les néo-nazis de Kiev depuis des années. Donc on dit quand Poutine reconnaît la séparation de régions de l'Ukraine, c'est pas bien, mais pour la Yougoslavie, qu'est-ce que l'Occident a fait? Ben, il a fait quelque chose de pire à mon avis, puisqu'on a bombardé un État souverain qui s'appelle la Serbie en 1999 pour lui arracher l'indépendance d'une province sécessionniste, le Kosovo, que l'OTAN a transformé en d'État à caractère mafieux. Donc c'est pire que ce qui s'est passé en Crimée du point de vue simplement du respect des droits humains, puisqu'on a fait une véritable guerre abominable. Dans le cas de la Crimée, il faut rappeler que le rattachement de la Crimée, qui a été voulu à une très large majorité par la population de cette presqu'île, s'est effectué sans bain de sang. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les différentes parties en présence pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Dans le cas du Donbass, évidemment, c'est différent, puisque ces provinces ont été agressées à maints égards par les autorités usurpatrices de Kiev après le coup d'État de 2014, avant effectivement d'engager le processus qui les a menés à la sécession, puis à l'indépendance et finalement à la reconnaissance de cette indépendance par la Russie. En matière de séparatisme, je montre une carte de la Yougoslavie qui était un pays unitaire et qui, après les interventions de l'OTAN, des États-Unis, avec la complicité de la France, est devenu 7 petits pays différents, dont certains ont 300 000 habitants, certains 600 000, et donc on n'a évidemment aucune capacité de construire une économie solide et de résister à des puissances comme l'Allemagne. Donc on est dans le deux poids et deux mesures, on est dans l'hypocrisie au côté occidental. Oui, c'est ça, et puis il faut se rappeler que ce qu'on appelle d'ailleurs depuis le 19e siècle la balkanisation, c'est une politique typiquement occidentale qui consiste à diviser pour régner et à organiser des séparatismes concurrents et rivaux qui permettent l'émiettement en fait d'une structure qui au départ est fédérale et multinationale, comme l'était la Yougoslavie de Tito, de façon en fait à dominer la région. Il est quand même frappant que le Kosovo, dont l'indépendance a été arrachée à coups de bombe en 1999 par l'OTAN et qui a proclamé son indépendance en 2008,
abrite la plus grande base militaire de l'OTAN, précisément. Donc c'est l'exemple caricatural de ce que l'OTAN peut faire, en fait, en élargissant son champ de compétences, puisqu'il n'y avait pas de raison que l'OTAN, prétendument une alliance défensive, intervienne comme elle l'a fait en Yougoslavie. Elle l'a fait d'abord en reconnaissant effectivement l'indépendance autoproclamée de la Slovénie, de la Croatie et des autres composantes de l'Union yougoslave. Et enfin, elle est intervenue militairement de manière brutale pour imposer l'indépendance de cet État croupion qu'est le Kosovo, qui aujourd'hui abrite une base militaire américaine. Enfin, l'histoire est exemplaire en fait de ce que c'est que l'OTAN, de ce qu'elle est devenue en tout cas très clairement, à l'occasion du moment unipolaire, c'est-à-dire du moment où la Russie étant affaiblie après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis et l'OTAN ont cru qu'ils allaient faire la pluie et le beau temps. Et ce que nous montre, à mon avis, en tout cas c'est un des enseignements qu'il faudra tirer, la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, c'est que ce temps probablement est révolu. C'est-à-dire qu'on atteint aujourd'hui la limite de ce que l'OTAN peut imposer au reste du monde. On va venir sur ça. Comme il y a des personnes qui disent que le son est très bon et d'autres qu'il y a une réverbération, je vais placer un casque et on va voir si ça améliore le son chez nous. Voilà, excusez-moi, et on espère que maintenant ça va être top. Alors justement, cette attaque contre la Yougoslavie a été marquée aussi par un événement qui est passé totalement inaperçu dans les médias occidentaux, mais que moi j'avais relevé dans le livre que j'avais écrit sur cette attaque contre la Yougoslavie. C'est que durant les bombardements de l'OTAN, ont frappé, on voit ici l'ambassade de Chine qui était dans un quartier très vide en banlieue et elle a été complètement détruite. Il y a eu 3 morts. Le bombardement contre l'ambassade de Chine en 1999, donc par Bill Clinton, c'était un avertissement, c'était un présage de ce qui allait arriver. Plus depuis que tu avais le casque. Michel. On l'entend plus. Tant penser que tout était permis. Et il est frappant d'ailleurs de voir que la Chine ait été ciblée au moment où le pays qui faisait l'objet des bombardements, donc c'était la Serbie, qui elle-même est l'allié de la Russie. C'est-à-dire qu'on a déjà, en quelque sorte, les partenaires qui sont ceux de l'actuelle guerre froide, en fait, qui est une guerre froide qui se noue entre Russie et Chine d'un côté, États-Unis et OTAN de l'autre. Bien. Je signale pour les personnes qui ont un problème avec le son, ça peut être chez vous, ça peut être chez nous, il y a peut-être les deux. Je suis désolé. De toute façon, ici, on a un bon enregistrement. Il va être diffusé sur YouTube ce soir. Et vous pourrez en tout cas à vos amis diffuser une version corrigée. Et voilà, je m'excuse par rapport à ces soucis. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc, l'attaque contre l'ambassade de Chine, c'est clairement un présage de ce qui arrive maintenant. En fait, depuis lors, les États-Unis, Obama, ont dit « pivot to Asia ». Donc, l'Asie devient la chose la plus importante pour les États-Unis. Derrière la guerre contre la Russie, là maintenant, il y a aussi la Chine qui se profile. Oui, c'est ça. On peut d'ailleurs faire une sorte de corrélation, à quelques années de distance, pratiquement 2 décennies, entre les événements. Le bombardement de l'ambassade de Chine, c'est une sorte d'acte manqué au sens freudien, c'est-à-dire que les États-Unis font non pas ce qu'ils avaient l'intention explicite de faire, mais ce que leur inconscient leur dictait, c'est-à-dire ils ont voulu administrer en réalité une leçon à la Chine. Oui, oui. Aujourd'hui, il est frappant de voir dans le discours que les États-Unis tiennent à l'égard de la Chine que on emploie un peu le même ton. Bon, bien sûr, on ne bombarde pas une ambassade chinoise, je ne leur conseille pas de le faire d'ailleurs, mais
on emploie un peu le même ton. Par exemple, les États-Unis adjurent ou admonestent ou adressent à Pékin une sorte d'injonction à condamner la Russie. Mais ils prennent leur désir pour des réalités. Jamais Pékin ne va condamner Moscou, même si, au fond d'eux-mêmes, les Chinois ne sont pas particulièrement ravis de ce qui se passe en Ukraine. Simplement, ils savent très bien quelle en est la cause. Ils ont parfaitement compris qui était au fond responsable de la crise actuelle. Ils savent très bien que ce sont les États-Unis et l'OTAN. Et il n'est pas question pour eux de blâmer Moscou. D'où leur attitude, notamment au Conseil de sécurité, où ils se sont abstenus, aux côtés de l'Inde d'ailleurs, il faut le remarquer, lors du vote de la motion, enfin du projet de résolution américano-albanais qui prétendait condamner la Russie. Mmh. On a parlé de l'extension de l'OTAN, c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu creuser. On a parlé de la Yougoslavie. On a aussi, en fait, l'OTAN, qui est une alliance défensive, a déjà fait 3 guerres d'agression. Après la Yougoslavie, on a eu l'Afghanistan, qui a tourné finalement mal, mais ils ont fait beaucoup de dégâts pendant longtemps. Absolument. Une guerre qui a duré 20 ans au total, alors avec plusieurs phases, hein, des allers-retours, avec aussi des revirements de la part des présidents américains successifs. Mais enfin, l'armée américaine et celle de ses différents alliés, dont beaucoup appartiennent à l'OTAN, sont restés pratiquement 20 ans dans ce pays pour un résultat que l'on connaît, c'est-à-dire le retour à la case départ, la reprise de Kaboul par ces talibans qui, après avoir été les alliés des États-Unis, sont devenus leurs ennemis. Bon. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, l'Irak. Même si l'OTAN en tant que telle n'était pas engagée, c'est quand même les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales qui ont participé à cette épouvantable guerre contre l'Irak qui a été déclenchée en 2003 et dont, d'après la revue britannique de Lancet, le bilan s'élève à plus d'1 million de morts. Comment expliquer que les guerres des États-Unis font tellement de morts, tellement de souffrances, et que les Européens, on va dire, aux États-Unis aussi, je pense, finalement ne sont pas très conscients de ce qu'on fait en leur nom? Oui, c'est quelque chose, moi, qui m'avait frappé dès ce grand massacre qu'a été l'intervention occidentale contre l'Irak en 1991. On se souvient de cette espèce de route de l'enfer, là, où des milliers d'Irakiens, civils et militaires, ayant quitté le Koweït suite à la défaite de leur armée, ont été littéralement massacrés. Oui. En quasi-totalité, je crois qu'il y a eu très peu de survivants, par l'aviation américaine, comme ça, qui s'est fait plaisir. C'est-à-dire que le massacre à grande échelle, c'est devenu une sorte d'habitus de la part des démocraties occidentales. C'était des gens qui fouillaient, qui ne faisaient aucun combat, et on les a tous exécutés. Voilà. Ils devraient aller à la cour à Genève pour crimes de guerre. Oui, mais ça risque pas de se produire, en fait. C'est ça le problème. Que, non, mais même dans les médias, ils sont innocentés. C'est quand même extrêmement choquant. Moi, je reçois beaucoup de réactions de latino-américains, d'africains, d'arabes qui disent mais quand eux ont fait 10 fois plus, 100 fois plus que ce que fait l'armée russe, là c'était des bonnes bombes, là c'était démocratique et humanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un très très grand problème en Europe où on vit de prise en main pour avoir une vraie information? Oui, d'autant qu'à mon avis, l'inconscient colonial travaille toujours les mentalités collectives en Occident et qu'on a pris l'habitude pendant des siècles en réalité de considérer la vie des populations autres qu'européennes comme quantité négligeable. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que les grands massacres coloniaux et néocoloniaux n'empêchent pas de dormir la plupart des Européens et des Nord-Américains. Donc, informer à ce sujet, réinformer quelque chose à un avis de fondamental. Il faut absolument que l'Occident se regarde dans la glace, assume son passé et en tire les leçons. Voilà. Et ce n'est pas effectivement en faisant, comme on le fait aujourd'hui, le tri sélectif entre les victimes, hein, en pratiquant une sorte de sélectivité compassionnelle que l'on va parvenir à ce but, bien sûr. La Libye est aussi la troisième guerre avec des destructions terribles et la Libye qui a été plongée dans un état catastrophique. Est-ce que là aussi l'information est insuffisante ou carrément fausse? Oui, disons qu'à l'époque, comme dans le cas d'ailleurs de la question du Kosovo,
l'opinion occidentale avait été abreuvée de mensonges à propos des massacres, alors passés, présents ou à venir, commis par les méchants dans l'histoire. On accusait la Serbie de Milosevic d'avoir cautionné des massacres de Kosovars, dont il s'est avéré qu'en fait ils étaient beaucoup moins importants et en tout cas réciproques entre je dirais, Albanais et Serbes dans cette région du Kosovo. De la même manière, on avait annoncé qu'il y aurait un grand massacre si les troupes de Kadhafi s'emparaient de Benghazi. Ce massacre n'a jamais eu lieu. Bien sûr qu'il y a eu des morts de part et d'autre lorsque des milices armées ont engagé le combat avec les forces du gouvernement libyen, mais il n'y a jamais eu les massacres abominables qu'on nous annonçait. Or, c'est au nom de ces mensonges, en prétextant donc ces massacres imaginaires, qu'on a déclenché des guerres dévastatrices qui, elles, ont donné lieu à de véritables massacres. C'est ça, en fait, l'incroyable forfaiture morale dont l'Occident s'est rendu coupable dans ces guerres illégales. Parce qu'au final, il y a beaucoup plus de morts que ceux au nom desquels on était intervenu. Absolument, c'est très clair, absolument. Dans le cas de la Libye, l'intervention occidentale a fait au moins 20 000 morts. Et dans les affrontements entre forces libyennes et insurgés, on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et surtout, c'était essentiellement des combattants. Au Kosovo, c'est pire. Il n'y a jamais eu plus de quelques centaines de morts dans les combats qui ont opposé Lučeka à l'armée serbe, mais on nous a parlé d'un massacre de 6 000 civils, qui n'a jamais eu lieu. À propos de la Libye, je vais me permettre, comme j'ai été dans ce pays au moment où les bombes humanitaires de l'OTAN tombaient et que j'ai vu des choses abominables, je vais me permettre de donner une référence d'une vidéo que j'avais réalisée à l'époque. J'avais été sur place à un endroit bombardé où il y avait eu un endroit totalement civil, rien de militaire, et où des enfants avaient été tués. Donc j'avais fait une vidéo que je vous montre ici, c'est sur Dailymotion, pas sur YouTube. Il y a le lien en haut, il y a le titre en bas. J'avais intitulé, ça j'étais profondément indigné, mais je maintiens ce que j'ai dit. Sarkozy, combien as-tu tué d'enfants cette nuit? Parce que, voilà, il faut le dire, les médias français et occidentaux ont complètement occulté le caractère criminel de cette opération parce que, en fait, l'armée libyenne n'était pas une armée très très forte, mais contrairement à ce qu'on a dit, Kadhafi avait des ennemis, c'est clairement sur son territoire, mais aussi un fort soutien. Et donc, on a frappé la population civile pour essayer de la retourner contre son dirigeant. C'est quand même, ça s'applique aussi dans d'autres pays, au nom des États-Unis ou de la France. Ça, c'est quand même, ça devrait conduire devant un tribunal pour crime de guerre, ce genre d'attitude. Oui, tout à fait. De toute façon, je dirais c'est coutumier de la part de l'OTAN et des puissances occidentales. On crée une situation de conflit interne qui va justifier ensuite une intervention pseudo-humanitaire pour instaurer un gouvernement fantoche et en fait en balayant la souveraineté de l'État en question, puisque c'est ça le fond de la question en réalité. L'OTAN en fait s'attaque à des États qui entendent défendre leur souveraineté. Et l'exemple de la Serbie ou de l'Afghanistan ou de l'Irak le montre bien. Alors, on a parlé de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, de la Syrie, ça fait 3 guerres. On a vu il y a quelques années l'OTAN faire des manœuvres navales militaires au large du Venezuela et il a aussi des partenaires dans des zones, on se demande comment on peut dire que c'est défensif. Un de ses partenaires, c'est ici Santos, qui était à l'époque le président de la Colombie et qu'on voit à côté de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il y a Israël aussi, qui est un partenaire privilégié de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, c'est en fait en train de devenir le gendarme du monde qui va aller faire le travail un peu partout? Oui, c'est le bras armé de ces États-Unis qui croient encore qu'ils sont une hyperpuissance et qui veulent régenter le monde à leur façon en imposant les règles qui leur conviennent, selon les standards qu'ils ont eux-mêmes définis. C'est très intéressant de voir comment l'OTAN en fait a complètement aboli toute notion de compétence géographique. D'abord en intervenant en Yougoslavie, il n'y avait aucune raison du point de vue des objectifs initiaux de l'OTAN que l'OTAN le fasse dans cette région de l'Europe, et puis alors jusqu'effectivement à l'Amérique du Sud, où on voit aujourd'hui la Colombie et l'OTAN devenir partenaires. Alors sur le site officiel de l'OTAN que j'ai consulté, c'est très intéressant, ils appellent ça le partenariat pour la paix. Le partenariat pour la paix qui sert en fait à préparer les futures guerres, on a bien compris.
Et dans le cas de la Colombie, évidemment, le danger, c'est pour le Venezuela, puisque lorsque la Colombie et l'OTAN font des manœuvres militaires, notamment des manœuvres navales au large des côtes vénézuéliennes, notamment en associant un sous-marin nucléaire, ce qui a été le cas en février dernier, c'est effectivement très dangereux. Parce que là, les États-Unis ont des moyens militaires qui permettraient effectivement de continuer à menacer le Venezuela et à le déstabiliser. Finalement, il n'a pas suffi de le déstabiliser en utilisant la guerre économique, ils veulent aussi exercer une pression militaire sur la révolution bolivarienne. C'est au moment où ils essayaient de susciter le mécontentement et d'installer un président fantoche qui s'appelait Guaido. Et là, il y avait des manœuvres militaires pour, en espérant faire des provocations. Il y a d'ailleurs eu un débarquement sur le terrain et ils essayaient de créer le prétexte pour une invasion. Je voudrais revenir à ce que tu as dit avant, l'OTAN comme armée des États-Unis, et essayer de préciser un peu de quels États-Unis et dans quel intérêt. Et là, j'aimerais soumettre à la réflexion de tout le monde une citation de Stephen Blank, qui était un professeur du Collège de l'armée des États-Unis et un des responsables des bureaux d'études. Et justement, en 1998, Stephen Blank essaye de dépasser ce problème de l'OTAN alliance défensive et il propose une nouvelle définition que je vais vous lire de l'OTAN et j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus avec Bruno. Blank disant donc, même si elle demeure une institution assurant la défense collective de ses membres, dans la pratique, ses missions principales seront de plus en plus des opérations de maintien de la paix out of area, hors de sa zone. La fonction principale de l'OTAN, dit-il, deviendrait donc d'être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale économique, politique et culturelle. Donc, l'OTAN, ce serait, ça se trouve dans le livre USA, les 100 pires citations, où en ayant marre des traités de complotistes, j'ai fait en sorte de ne donner la parole que à des responsables des États-Unis qui disent, mais en général en privé, la même chose que nous. Donc l'OTAN, là, c'est clairement l'armée des multinationales, c'est l'armée du fric. Oui, c'est ça, c'est très clairement ça. Il est évident que l'OTAN sert les intérêts des États-Unis et des multinationales de l'armement en particulier, qui constituent à mon avis l'ossature de l'État profond, hein, qui agite comme une marionnette le locataire temporaire de la Maison-Blanche. Et bien sûr, l'OTAN est un dispositif qui sert les intérêts des États-Unis beaucoup plus que les intérêts des peuples des États membres de l'OTAN en réalité. Et c'est là, à mon avis, le point aveugle des Européens aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est-à-dire ne pas comprendre qu'en fait, les Européens deviennent les otages d'une stratégie de domination mondiale à laquelle ils n'ont aucun intérêt à participer, parce que pour des raisons historiques et géographiques, l'Europe n'a pas du tout les mêmes perspectives que les États-Unis et n'a pas vocation à se projeter sur la scène mondiale de la même façon. Et l'OTAN est cet instrument d'assujettissement, cette espèce d'instance en fait de vassalisation dont je parlais tout à l'heure, qui permet de ramener constamment des États européens, principalement, puisqu'à l'origine l'OTAN est un dispositif européen, dans le giron américain, alors que manifestement, et ça De Gaulle nous l'a bien appris à l'époque, nous n'avons pas intérêt à coller à la politique américaine. Quand je dis nous, c'est aussi bien d'ailleurs les Français que les Européens en général. Là, tu es en train de me dire qu'en fait, l'OTAN, c'est une armée contre beaucoup de pays ennemis, mais c'est aussi une armée contre l'Europe, là. C'est une armée contre l'Europe, au sens où c'est une armée contre les peuples européens. Les principales victimes, d'ailleurs, de la crise internationale actuelle, surtout si elle se prolonge et elle s'aggrave, ce seront les peuples européens en général, pas seulement d'ailleurs le peuple ukrainien et le peuple russe. Et le responsable ultime de cette crise, c'est bien sûr la stratégie otanienne d'extension démesurée aux frontières de la Russie, qui fait qu'aujourd'hui, les missiles qui sont basés en Roumanie ou en Pologne peuvent atteindre Moscou en 15 minutes, et si l'Ukraine avait complètement basculé du côté de l'OTAN, les missiles basés en Ukraine auraient pu atteindre Moscou en 5 minutes. Il est là, en fait, le véritable enjeu. Oui, je montre une carte de l'expansion de l'OTAN. On rappelle que James Baker, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis à l'époque, avait promis à Gorbatchev que l'OTAN n'allait pas avancer d'1 mètre vers la Russie. Et la carte montre que
il y a eu 5 vagues successives d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, bafouant donc la promesse donnée. En 99, justement au moment de la guerre contre la Yougoslavie, on a eu l'adhésion de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne. En 2004, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. En 2009, Albanie et Croatie. En 2017, Monténégro. Et en 2020, Macédoine du Nord. Il reste pratiquement plus que l'Ukraine et la Biélorussie à essayer d'intégrer. Cette expansion-là, c'est la cause de la guerre et Poutine réagit parce que c'est pas comme ça qu'on nous le présente. On a tout le temps des déclarations que l'OTAN, c'est la liberté. Oui, c'est d'autant plus vrai que c'est la guerre, que c'est la cause de la guerre actuelle que d'ailleurs des sommités du monde prétendument libre, comme Henry Kissinger ou George Kennan, au cours de ces dernières années, n'ont cessé de le dire. Ils ont dit, mais si vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN, vous prenez un énorme risque avec la Russie. D'anciens secrétaires à la défense également, comme William Perry ou Robert Gates, l'ont dit également, ils l'ont écrit. Il y a comme ça, j'ai posté récemment sur mon blog, sur Facebook, toute une série de citations de hauts dirigeants américains, pas seulement des universitaires bien connus comme Noam Chomsky ou John Mearsheimer, des dirigeants, des ex-dirigeants américains qui ont dit c'est quelque chose qui sera tenu par Moscou comme pour une ligne rouge, et si vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce sera la guerre. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le dernier ambassadeur britannique en Union soviétique il y a quelques mois à peine. On a vu Kissinger aussi qui prend ses distances avec ses stratégies. Pourquoi Kissinger? C'est pas un ange quand même. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces gens le disent en général quand ils ne sont plus aux affaires. C'est-à-dire quand ils ne sont plus obligés d'avaliser par leurs propos la doxa du moment, et que quand même, ayant une certaine surface intellectuelle, et peut-être aussi un certain souci de ce que la postérité dira à leur sujet, ils disent quand même dans leurs mémoires ou dans des déclarations comme ça à l'occasion, ce qu'ils pensent vraiment. Donc c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a, au plus haut niveau aux États-Unis, de toute façon, il y a toujours, je pense, la conscience que ce qui a été fait par les États-Unis et l'OTAN à l'égard de la Russie a créé le ferment de la guerre actuelle. Et que de ce point de vue-là, le responsable ultime de la guerre, c'est pas la Russie. Elle a pris sa part de responsabilité, bien sûr, le 24 février, on est bien d'accord. Mais le responsable on est bien d'accord, c'est-à-dire que du point de vue du droit international, ce que fait la Russie, c'est quand même en violation. Bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore et se sont assis sur la légalité internationale, Vladimir Poutine en a tiré la conclusion qu'il pourrait faire pareil, à une nuance près, c'est que quand il envahit l'Ukraine, comme il le fait depuis le 24 février, il pense, et peut-être n'a-t-il pas tort, qu'il défend les intérêts profonds de la Russie. C'est-à-dire que si la Russie n'avait rien fait, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça la vraie question. Si la Russie, finalement, s'était contentée de continuer à négocier avec des gens qui ne cèdent rien, que se serait-il passé? Oui, parce que en fait, chaque fois que l'OTAN s'est étendue vers l'Est, Poutine a protesté. Avant, oui. Poutine, on ne protestait pas, parce que là, ils avaient placé un alcoolique à la tête de l'État pour dire oui à tout ce qu'il voulait faire pour affaiblir la Russie. Ça se trouvait dans les textes de Brzezinski. Et quand Poutine, à chaque fois, dit non, c'est pas bien, on veut négocier, etc., on n'a jamais voulu négocier avec lui. On le présente comme un brutal, mais l'Occident a toujours refusé de négocier, non? Non seulement l'Occident a toujours refusé de négocier, mais l'Occident a encouragé le gouvernement de Kiev après 2014 à ne pas appliquer les accords de Minsk, ce qui est une erreur monumentale, ce qui a évidemment cautionné la politique de bombardement du Donbass par les ultra-nationalistes ukrainiens. Deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que sous Trump, les États-Unis ont dénoncé unilatéralement le traité de réduction des armes à moyenne portée, ce qui a rendu d'autant plus dangereux pour la Russie la perspective d'un élargissement de l'OTAN, parce que s'il n'y a aucune instance de négociation avec les États-Unis sur la question des armes à moyenne portée, et que les missiles de l'OTAN sont aux frontières de la Russie, on imagine dans quel état, évidemment, d'insécurité se trouve la Russie elle-même. Donc les Occidentaux ont multiplié, en fait, les signaux négatifs en direction de la Russie. Non seulement ils ont refusé de négocier, mais ils ont tenté de grignoter de toutes les manières, effectivement, les quelques marges de sécurité dont disposait encore la Russie. Quand Lavrov a dit, il y a quelques mois, vous savez, nous sommes dos au mur, nous ne pouvons plus reculer,
je crois que c'est une excellente métaphore. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait la Russie, conformément d'ailleurs à ce qu'avaient prédit Kissinger, Kennan, Gates et d'autres. Oui. Alors, l'Ukraine par rapport à l'OTAN et Zelensky, qu'on voit ici rencontrer Stoltenberg, est-ce que ce sont des otages de cette politique des États-Unis, sont des marionnettes ou ils veulent le faire? Il y a une chose qui est frappante, c'est que les agressions et les bombardements du Donbass par le régime de Kiev ont été faits par le président Porochenko qui a été élu après le coup d'État de 2014. Et Porochenko était très brutal, mais effectivement, comme la résistance des milices populaires du Donbass a été forte, ils ont dû signer des accords de Minsk et puis ils ne les ont pas respectés, mais ils ont dû reculer. Ce qui est frappant, c'est que le fameux Porochenko, aux élections suivantes, il a fait, si je ne me trompe, 5 ou 10% des voix. Donc il a été complètement discrédité. Ce qui montre que les gens, ils avaient en Ukraine, et pas seulement les russophones ou les gens qui ont des liens avec la Russie, ils avaient envie de la paix. Et Zelensky, qu'on voit ici à l'écran, il a obtenu 73% des voix aux élections 19, je crois. Et il avait fait campagne en parlant en russe aux russophones et en disant qu'il voulait mettre fin à la guerre. Mais là, il fait tout le contraire. Comment expliquer ça? Oui, alors, moi, il me semble que Zelensky est un personnage complètement ambigu. C'est-à-dire qu'il s'est fait élire effectivement sur un programme qui était plutôt fondé sur l'idée qu'il fallait discuter avec les Russes et avec les russophones du Donbass. En même temps, il donnait des gages à son aile droite. Interviewé par la BBC le 18 avril 2019 à propos de l'adoration qu'ont un certain nombre d'Ukrainiens pour Stepan Bandera, Zelensky répond « Ah oui, c'est vrai que beaucoup d'Ukrainiens trouvent que c'est un héros et c'est cool. Bandera, c'est cool. » Voilà ce qu'il a dit quand même. Hein. Bandera, l'homme qui a dirigé des politiques génocidaires contre Absolument. les Polonais, contre les Russes, contre les Tziganes et particulièrement contre les Juifs. Bien sûr, bien sûr. Le chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui a eu des rapports d'ailleurs assez contrastés avec le Troisième Reich, mais qui a été pendant un certain temps le meilleur allié de la machine de guerre hitlérienne dans cette partie de l'Union soviétique où il combattait l'armée rouge et la résistance soviétique aux côtés du Troisième Reich, tout en pratiquant effectivement des massacres et des pogroms. Donc un type qui est responsable historiquement, de manière incontestable, du massacre de 150 000 à 200 000 civils, considéré comme un héros par une partie de la population ukrainienne, même minoritaire, eh ben, le président Zelensky trouve que c'est cool. Voilà. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté du personnage qui est juif et qui en même temps cautionne d'une certaine façon l'antisémitisme plus ou moins avéré d'une partie de ses alliés politiques. L'appareil sécuritaire ukrainien, notamment l'appareil militaire, est truffé en fait d'anciens des groupes Pravi Sektor, etc., Azov, Aïdar, etc. On sait bien aujourd'hui qu'à Mariupol, c'est le régiment Azov qui résiste sous les applaudissements du monde libre aux Tchétchènes qui sont en train d'ailleurs, je crois, de lui régler son compte. Mais voilà. C'est effectivement quelque chose qui a été exposé clairement dans de précédents Michel Midi, et on y reviendra aussi, le fait que l'Occident, qui mène la guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme, n'a pas trouvé mieux que des nazis pour pratiquer des politiques extrêmement agressives. Bruno, je vois que l'heure tourne, mais il y a quand même encore une ou deux questions que j'ai envie de poser. Tu as dit que, au fond, les États-Unis, pour eux, l'OTAN, c'est une manière de contrôler et de dominer l'Europe. On a eu l'impression à un moment donné que certains pays européens, peut-être Macron, en Allemagne aussi, certaines forces, avaient envie d'échapper un peu à ça, voire de créer leur propre armée, ce qui peut être un secteur économique intéressant, mais aussi d'être un peu moins collés aux États-Unis. Est-ce que la guerre contre l'Ukraine, c'est une manière de les ramener où il faut? Et est-ce que l'Union européenne, cette idée de créer une armée indépendante, est-ce qu'elle a une chance? Est-ce qu'elle est en recul? Est-ce que ce serait une bonne idée d'ailleurs? Moi, je n'ai jamais été un fanatique de l'armée européenne puisque je ne crois pas à l'Union européenne.
et que je pense qu'il n'y a d'Europe que fondée sur des coopérations sectorielles entre des États souverains. Comme l'Union européenne est composée d'États qui ne sont pas des États souverains, je me demande ce que serait que l'armée fédéralisée, je suppose, d'une entité supranationale qui chapeaute des États non souverains. Donc là-dessus, je suis extrêmement sceptique. Que les États-Unis aient eu intérêt à ce que la guerre éclate en Ukraine, ça c'est une évidence. Je pense que cette guerre arrange beaucoup les affaires des États-Unis sur le plan stratégique, puisque ça permet de resserrer les rangs avec les Européens sous l'égide de l'OTAN, sur le plan économique, puisque ça disqualifie le projet Nord Stream au profit de l'exportation massive de gaz de schiste vers l'Europe, et d'une manière générale sur le plan symbolique. Ça permet de diaboliser Poutine, le méchant, la brute épaisse, etc. Et donc finalement de conforter l'espèce d'idéologie droit de l'homiste qui est aujourd'hui le ciment idéologique du monde prétendument libre. Donc il y a, de la part des États-Unis, je pense, un intérêt évident à cette guerre. Que Poutine l'ait entreprise le 24 février pour des raisons propres à la sécurité nationale russe est également vrai. Les deux propositions sont vraies, en fait. Les États-Unis ont intérêt à ce que cette guerre ait lieu, à ce qu'elle se prolonge. Les Russes ont cru, à tort ou à raison, que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Je pense qu'effectivement, ils n'avaient pas le choix. Par contre, ils ont intérêt à ce qu'elle ne dure pas. Oui, tout à fait. On parle, évidemment, tout le monde s'inquiète parce que on voit maintenant que les États-Unis sont prêts à se battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dernier Ukrainien, mais on a parlé aussi du nucléaire. Oui. Tout le monde s'inquiète, évidemment, quand on voit les États-Unis et la Russie se faire face à face avec une telle tension. On se pose la question du nucléaire. Et là, tu m'as envoyé une petite vidéo sur laquelle tu as attiré mon attention, que je vais montrer. C'est extrêmement court. On la passe et on commente tout de suite après. C'est donc le général des États-Unis, Walters, qui donne son avis sur ce problème. And what are your views, sir, on adopting a so-called no first use policy? Do you believe that that would strengthen deterrence? Senator, I'm a fan of flexible first use policy. And do you believe developing ground-launched, conventionally armed, intermediate-range weapons will enhance your ability to deter Russia? It will. It dramatically complicates an enemy's task. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair, and thanks to the witnesses. I appreciated the opportunity to visit with you each before. Voilà. Certains, il est possible qu'on n'ait pas eu le son sur cette vidéo-là, je m'en excuse. Donc ce général, il dit quoi quand on l'interroge sur est-ce que les États-Unis pourraient être les premiers à utiliser l'arme nucléaire? Quelle est sa réponse? Oui, alors il dit ce que la révision de la doctrine nucléaire américaine prévoit en réalité depuis 2002, depuis que les néoconservateurs ont infléchi cette doctrine dans le sens de la légitimation d'une attaque préventive ou préemptive, hein. C'est-à-dire, finalement, la dissuasion nucléaire, c'est périmé. L'arme nucléaire peut très bien être utilisée, disent les États-Unis, dans la perspective d'une opération offensive visant à éteindre une menace qui serait réelle, évidemment. Et ce point de doctrine est extrêmement important et extrêmement inquiétant, puisque ça signifie que les États-Unis utilisent et utiliseront peut-être, le jour venu, l'arme nucléaire comme une arme de première frappe. Ce que la doctrine militaire russe exclut, comme d'ailleurs la doctrine militaire française, qui dans les deux cas s'en tiennent à une approche de la dissuasion mutuelle où l'arme nucléaire est une arme de dernier recours. Pour les États-Unis, c'est une arme qui peut être utilisée à des fins tactiques et non pas seulement stratégiques et en première frappe. Ce qui fait peser encore davantage la menace que représente l'OTAN sur la sécurité de la Russie. Puisque non seulement l'OTAN est aux frontières de la Russie, mais elle s'autorise éventuellement à utiliser l'arme nucléaire en première frappe. On imagine l'insécurité dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui du fait de cette stratégie otanienne. Je voudrais ajouter aussi que c'est sur le sol européen que se déroulerait une éventuelle guerre nucléaire, non? Absolument. C'était déjà d'ailleurs l'idée des États-Unis depuis Kennedy avec la fameuse doctrine de la riposte graduée, où ils avaient dit, c'est une vieille histoire ça en réalité, on voit que les États-Unis approfondissent en fait cette stratégie année après année en disant non mais de toute façon s'il y a une guerre nucléaire, elle ne touchera pas d'abord les États-Unis, elle aura lieu sur un théâtre d'opération européen parce que c'est là en fait qu'il y a les forces belligérantes. Et si les États-Unis ont installé des missiles nucléaires en Allemagne et en Turquie, c'est pas un hasard.
c'est pour que si jamais il y a une guerre nucléaire, elle ne concerne pas les États-Unis. Oui, les États-Unis n'ont pas réussi finalement à gagner la guerre, que ce soit au Vietnam, en Irak malgré tout et en Afghanistan. Est-ce que ça veut dire que ils risquent un jour de... c'est eux les seuls qui ont jamais utilisé l'arme nucléaire dans l'histoire de l'humanité, Hiroshima, Nagasaki, sans raison véritable en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on a un grand risque de guerre nucléaire à cause des États-Unis? S'il y a un risque de guerre nucléaire, à mon avis, c'est à cause des États-Unis, et pas à cause de la Russie, de la France ou de la Chine, ou de je ne sais qui. Pour deux raisons, et tu en as rappelé une. Un, ce sont les seuls à l'avoir utilisée, cette arme, ce qui montre bien qu'ils n'ont aucune inhibition morale quant à l'emploi d'une arme de destruction massive contre des populations civiles. Deuxièmement, ils ont une doctrine militaire dans le domaine nucléaire qui est ouvertement agressive, avec la légitimation de la première frappe. Ils ont bien évidemment l'arsenal nucléaire de très loin le plus important de la planète, et ils ont une attitude dans le monde qui montre bien que pour préserver leurs intérêts et conforter leur hégémonie, ils sont prêts à faire la guerre, puisqu'ils ne font que cela, pratiquement, depuis 1945. Oui, notre amie Diana Johnston des États-Unis a publié récemment sur Le Grand Soir un texte remarquable. Excellent, qui s'appelle Pour Washington, la guerre est permanente, je pense. C'est ça. Où elle explique que c'est en fait un mode de gouvernement et que les États-Unis trouvent ça très intéressant pour eux d'être en guerre, non seulement pour le fric des vendeurs de canons et d'armes, mais aussi comme manière de gouverner le monde. Ça veut dire que les citoyens européens devraient s'intéresser plus aux États-Unis qu'à la Russie? Je pense que les citoyens européens devraient ouvrir les yeux sur le véritable péril qui menace la planète. Ce n'est pas la Russie de Vladimir Poutine, en dépit de peut-être de la brutalité dont elle peut faire preuve quand ses intérêts vitaux sont en jeu. Ce sont les États-Unis. Enfin, il y a une université américaine qui a montré que la politique étrangère de ce pays, depuis 1945, avait fait entre 20 et 40 millions de morts. Ils ont été engagés dans une cinquantaine de conflits depuis la même date, et manifestement, le fonctionnement du système politico-économique des États-Unis est inséparable de la domination de ce que un président américain appelait le complexe militaro-industriel. Ça, c'est une réalité face à laquelle il faut ouvrir les yeux. Oui. Alors, la question qui peut aussi toucher le public en Europe qui nous regarde, c'est combien est-ce que ça va nous coûter tout ça? Parce qu'il va y avoir un impact. On avait, la Belgique, il y a 2 ans, je pense, a acheté aux États-Unis 34 chasseurs bombardiers F-35, qui d'ailleurs ne marchent pas du tout, mais voilà, tant mieux. Et des mouvements pour la paix en Belgique avaient calculé qu'un chasseur bombardier plus son entretien, ça équivalait à 2200 systèmes d'assistance respiratoire dont on avait tellement besoin et dont on manquait au début de l'épidémie de Covid. La Belgique a attaqué 34 chasseurs F-35, équivalent de 75 000 respirateurs artificiels. On peut calculer aussi en budget d'école, en budget de... C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer plus de faire parvenir aux citoyens français, belges, gilets jaunes? Tout le monde est inquiet pour son pouvoir d'achat. On sent bien que la pauvreté touche plus de gens et guette des gens qui même ont un revenu mais qui est vraiment érodé ou qui n'est pas garanti. Est-ce qu'on doit faire plus le lien entre ce que eux dépensent et ce que ça va nous coûter? Oui, je pense que c'est un bon argument, d'autant que faut quand même rappeler que le budget militaire de l'OTAN, c'est 16 fois le budget militaire de la Russie. On est quand même là confronté à une situation où les régimes qui se disent démocratiques, pacifiques, pour les droits de l'homme, etc., sont les plus armés de la planète. Nous accumulons des quantités d'armes considérables à des prix faramineux, alors même que d'autres nations se montrent manifestement beaucoup plus raisonnables. Donc il faut que les citoyens français prennent conscience de cette espèce de chape de plomb qu'on a mis sur leur tête, qui vise à les persuader que cet effort militaire est absolument nécessaire, alors que, à mon avis, un État souverain doit se donner les moyens de sa sécurité, bien sûr, mais il doit le faire d'une manière indépendante d'abord,
quitte à nouer des alliances, mais qui soient des alliances défensives et rationnelles, et surtout se défaire de la tutelle des États-Unis, qui exerce un effet mortifère en réalité sur l'Europe, à tous les plans. C'est une menace pour l'humanité, étant donné les problèmes auxquels on fait face, sanitaires, climatiques, sociaux, migratoires. Est-ce que c'est une menace pour l'humanité? Oui, la menace d'une guerre généralisée n'est pas totalement fictive. Il y a le risque effectivement d'une guerre qui serait entretenue par un certain nombre de lieux de pouvoir qui y ont intérêt et qui, pour préserver une hégémonie chancelante, comme c'est le cas de celle des États-Unis aujourd'hui, seraient prêts peut-être à tenter le coup, en quelque sorte. La même problématique va se poser avec la Chine très rapidement, hein. Les Chinois ne vont pas accepter indéfiniment qu'il y ait des navires de guerre américains dans le détroit de Formose, à quelques kilomètres des côtes chinoises, alors qu'aucun bâtiment chinois ne vient montrer le bout de son nez au large de Manhattan ou de la Floride. Là aussi, on va être confronté à un problème analogue, très vite, à mon avis. Bien. Un dernier message peut-être parce que tout ceci est un peu désespérant. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire justement? Quel est le message pour que ça bouge? Je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le grand basculement qui est en train de s'opérer dans le monde, qui grosso modo est un basculement de l'ouest vers l'est. Il faut en analyser les tenants et aboutissants, se préparer à en assumer les conséquences en balayant devant notre porte. Les Occidentaux doivent balayer devant leur porte, doivent se rendre compte qu'il faut qu'ils changent leur comportement vis-à-vis du reste du monde. Le fait que les pays qui refusent de sanctionner la Russie, aujourd'hui, représentent 83% de la population mondiale, doit faire réfléchir. Voilà. 83% de gens qui ont dit non. J'ai fait le calcul. Les pays qui sanctionnent la Russie représentent 17% de la population mondiale. Les pays qui refusent de sanctionner la Russie, je ne dis pas qui approuvent, mais qui refusent de sanctionner la Russie, comme l'ont déclaré des États aussi différents que l'Algérie, le Mexique, l'Inde, la Chine, etc. Ces pays représentent 83% de la population mondiale. Ce qu'on appelle la communauté internationale, en réalité, dans nos médias, n'est souvent que le club des puissances occidentales et de leurs alliés orientaux, comme le Japon, par exemple. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. La communauté internationale est en fait la minorité internationale et une petite minorité, là. Bien, écoute, je crois que voilà une bonne conclusion, un appel à bouger, à informer. C'est le travail d'investigation. Je vous rappelle que grâce à votre soutien, on a embauché un deuxième journaliste, Robin, et nous avons lancé un appel pour embaucher un documentaliste. C'est vraiment très très important. Moi, je dois dire, je suis débordé de travail, comme chacun des amis avec qui on est en contact. Il y a tellement à faire. On a vraiment besoin de pouvoir embaucher encore plus. Donc, merci pour votre soutien. Vous aurez le lien à la fin de l'émission. Je voudrais dire que jeudi prochain, je vais accueillir Christelle Néant, qui est une journaliste française qui est au Donbass depuis quelques années, qui fait là-bas un travail qui ne passe pas du tout dans les médias occidentaux. Il y a eu une ou deux exceptions, je crois, où on l'a vu quelques minutes, mais globalement, elle va apporter vraiment des révélations sur ce qui se passe là aujourd'hui, sur ce qui se passe depuis des années. Christelle Néant, jeudi sur Michel Midi. Je vous ai signalé Gabriel Gallis sur les guerres hybrides, c'est-à-dire la manière moderne des États-Unis de mener l'information, et ça c'est de mener la guerre, ou l'information, c'est pareil. Et ça, ce sera vraiment intéressant. Donc un très très grand merci à Bruno Guy, que vous pouvez, je le rappelle, trouver ses livres surtout chez Delga. Il est beaucoup édité chez nos amis du Grand Soir et chez nous aussi. Oui. Et j'espère avoir encore de prochaines contributions, de prochaines suggestions. Merci Bruno, et on espère que tout ceci aidera à défendre la paix et à écarter toutes ces menaces sur l'humanité. Merci. Merci Michel.